Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet des avocats. Nous intervenons sur la formation business, sur le coaching business ou encore sur les missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Georges Jourde. Georges Jourde n'est autre que le fondateur du cabinet Veille Jourde. Il est avocat depuis 1969 au barreau de Paris. Il n'a jamais donné d'interview avant de pouvoir venir sur le podcast d'Anomia. Et aujourd'hui, il nous raconte son parcours, ses activités, sa vision du droit et du métier d'avocat, les affaires sur lesquelles il a pu travailler, ce qui l'a marqué positivement ou négativement. Et il nous parle de l'avenir de cette profession. Je vous invite à écouter tout ce podcast qui est une vraie mine d'or. Et je vous invite également à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si ce podcast vous a plu. Bonne écoute. Bonjour maître Georges Jourde, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocats qui porte votre nom puisque c'est le vôtre, au 171 boulevard Haussmann à Paris. Bonjour maître Jourde. Bonjour. Je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation parce que j'ai eu beaucoup de mal à réussir à vous convaincre de pouvoir passer sur le podcast d'Anomia parce que vous me l'avez dit, vous ne donnez entre guillemets très peu d'interviews et vous n'aimez pas parler de vous et je suis ravi que vous le faites aujourd'hui avec nous. Je ne donne jamais d'interview et je ne suis jamais passé à la télévision. Mais du coup vous avez accepté Volontairement. parce que je ne suis pas journaliste. Peut-être. Alors la première question c'est toujours la même, qui étiez-vous avant de devenir avocat ? Avant de devenir avocat, j'étais un étudiant comme les autres, mais pas dans le droit, puisque j'étudiais l'économie et les mathématiques appliquées à l'économie. Et qu'est-ce qui vous a ramené du coup vers l'univers du droit ? D'abord, au niveau du DES, je menais toujours avant tout des études d'économie et d'économétrie et par hasard, en licence, par hasard au niveau du droit, parce que bon, euh, c'était facile, ça me prenait 15 jours par an, et il n'y avait pas de problème. Et puis, au niveau du DES, je me suis aussi inscrit à un DES de droit, et j'ai pris conscience que la science économique était un leurre. Je m'explique. Dans une science normale, en physique, en chimie, vous avez des unités de mesure qui sont certaines. Le mètre, le litre, le millimètre. En sciences économiques, à un certain niveau, vous vous apercevez que l'unité de mesure est incertaine. Quelle est la valeur? Qui est le fondement de l'économie? Quelle est la valeur? C'est une notion comme une unité. Or, est-ce que la valeur, c'est la quantité de travail, comme dit Marx? Ou est-ce que la valeur, c'est l'utilité, le croisement de l'offre et la demande? Et en réfléchissant, vous vous apercevez qu'il n'y a pas de démonstration. C'est un acte de foi que vous avez. Donc, c'est une science qui repose sur pas grand-chose, c'est-à-dire la construction abstraite de modèles mathématiques. Et le jour où j'ai compris ça, ça a cessé de m'intéresser. En revanche, j'ai eu de la chance d'avoir des professeurs extraordinaires en droit, puisque à l'époque, au niveau des ES, en droit privé, on devait être 20, et on avait des professeurs qui ne se consacraient qu'à ça. Et voilà. Et j'ai découvert le droit, le vrai droit, au niveau du DES. Et alors, est-ce que vous vous êtes servi finalement des compétences que vous aviez acquises durant 6 ans en économétrie pour justement pratiquer le droit? Ou est-ce que vous aviez, entre guillemets, tout repris à zéro et eu une étude, entre guillemets, conventionnelle de la matière? Non, les études scientifiques apportent au droit une méthode de raisonnement, puisque le droit c'est quelque chose qui est assez unique.
je m'explique. J'avais des droits très particuliers, comme le droit du travail, le droit des brevets. Mais le reste, c'est une unité. Or, l'esprit scientifique vous apprend à faire des transversales. Je ne sais pas si vous voyez. Je Des vois tout à fait. transversales. Vous trouvez la solution au droit des sociétés par un raisonnement qu'on fait en droit de la copropriété. Et je crois que c'est ça que ça m'a apporté, la transversalité. Et vous décidez de devenir avocat, et vous devenez avocat en quelle année, maître? J'ai prêté serment en 69. Je suis parti faire mon service militaire. Après, et je suis revenu donc, je ne sais plus, 71. Et vous commencez du coup sur le petit tableau, vous allez travailler avec quel avocat pour finalement avancer dans cette carrière de droit? Ma première année, j'ai travaillé chez un avocat traditionnel, Pierre Gauthier, éloquence parfaite, secrétaire de la conférence, parfait. Pendant un an, donc de novembre 69 à novembre 70, vraisemblablement. Et en rentrant de l'armée, j'étais toujours parallèlement assistant à la faculté de droit. J'ai travaillé chez un avocat extraordinaire. Vous regarderez dans vos livres, il s'appelait Jean-Baptiste Biaggi. Comme son nom l'indique, il était corse. Il était anarchiste. Il était rentré dans la résistance à 18 ans. Il avait été déporté, mais il avait fait évader tout son wagon qui les amenait dans les camps. Il était rentré dans les commandos de France. Il devait être officier de la Légion d'honneur à 22 ans. Il a fait la guerre dans les commandos sans jamais porter une arme, parce que, comme il disait, je ne peux pas tuer les gens que je ne connais pas. Je ne connais pas l'allemand qui... Dans le même genre, à la rentrée, il avait défendu tous les collaborateurs, et notamment la personne qu'il avait torturée à la Gestapo. Vous voyez le genre? Il était Algérie française, et il a défendu les gens du FLN, les avocats du FLN et les gens du FLN, parce qu'on défend la défense. Il était antinationaliste, maire d'un village en Corse, antinationaliste. Donc il était victime d'attentats. Il se promenait avec 2 revolvers parce qu'il y avait contre lui un attentat par an. Voilà mon premier patron, grand avocat. Grand avocat. Et comment vous continuez dans cette carrière une fois que vous quittez cet grand avocat? Je m'installe vous êtes obligé à un moment, parce que c'était une personnalité trop écrasante. C'est le maître. Donc vous vous installez avec des copains. C'est l'application de l'adage à l'ombre des grands arbres, rien ne pousse, c'est ça? Peut-être. Et alors vous décidez de vous installer avec quel copain et donc quel objectif? Je m'installe avec Jacques Perrault. Ah. Oui. Qui est décédé en 96. Voilà. Je m'installe avec Guillaume Marseille. Je m'installe avec Dominique de la Garandrie. Et on est une bande d'amis et on s'amuse. Je peux venir au bureau en patin à roulettes tiré par mon chien. Et le soir, on se réunit et dans l'entrée, on se raconte des histoires. On dit de vous que ce qui vous amuse énormément, c'est la technique et la beauté du raisonnement. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais. J'ai pas de... Je suis un avocat sans éloquence au sens classique. En revanche, je suis
très bon pour faire une démonstration de droit à l'oral. Mais dès qu'il s'agit d'agiter les sentiments, la douleur, la joie, enfin en plaidant, ça passe pas. Je suis un introverti. Très clair. Et donc comment se passe cette aventure avec finalement vos trois copains que vous venez de citer? Elle se passe très bien, on réussit, mais comme vous savez, ça se termine mal. Ça se termine mal, Jacques est assassiné un soir de décembre, à la porte. Je veux dire, et on devient triste, parce que tous les jours on passe devant son bureau, tous les jours on passe devant l'endroit où il était assassiné, et on devient triste. Et j'avais rencontré Jean Veil, et on s'était estimé dans un dossier. Quelque chose était passé entre nous. Et me voyant comme ça, il dit, voilà, viens avec Victor Hugo. Je lui ai dit, mais je peux pas, mais viens avec tout le monde. Et c'est comme ça que... mais c'était plus pareil, l'avenue Victor Hugo. C'était... Jean est très conventionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il est bien élevé, il porte des costumes, des cravates. Non mais, dans le travail, j'entends. Hein. Bien sûr. Je veux pas qu'on déborde. Dans le travail, il est parfaitement conventionnel. Donc voilà comment je suis arrivé à faire avec lui Veille Jaune. Et alors comment se passe finalement le début de ce cabinet d'avocats? Quelles ambitions et quels rêves vous avez finalement en vous associant avec Jean Veil? Est-ce que vous avez des ambitions personnelles pour devenir un très très grand avocat? Est-ce que finalement ce que vous recherchez c'est vous amuser comme ce que vous avez fait lors de votre premier cabinet d'avocat? Quels sont vos objectifs et vos ambitions? Je ne peux pas dire que j'ai une stratégie, je ne sais pas, d'abord gagner ma vie, ça c'est la première chose, mais je ne sais pas si j'ambitionne de faire un grand cabinet parce que ça vous dépasse et moi les dossiers m'intéressent, les dossiers qui m'intéressent m'amusent. Tant que j'ai des dossiers qui m'amusent, ça va. Donc j'ai pas de vision de cabinet d'avocat. Jean les a, mais moi non. Et alors du coup pourquoi vous vous êtes trouvés complémentaires en plus de l'estime que vous avez pu avoir l'un envers l'autre pour fonder finalement ce cabinet? Mais c'est une alchimie, je vous ai dit, avec Jean, on a sympathisé tout de suite. Ensuite, comment ça s'est fait on est complémentaires, pourquoi? Parce que, comme vous avez dit, je suis un très bon juriste, je pense. Et lui, il est un très bon communicant, il fait des beaux discours. Et puis, on est chacun à notre place. Et aucun n'envie la place de l'autre. Il est arrivé à dire à Jean dit toujours, je suis rien sans Georges, qui est dans le droit comme un jardin à la française. Et voilà, donc il n'y a pas de problème d'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends totalement. Et je pense que c'est extrêmement important dans une association que chacun puisse trouver sa place et y rester pour éviter ce genre de problème d'ego. Quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué, Georges, et pourquoi? L'affaire qui m'a le plus marqué, c'est une affaire que j'ai perdue. C'est l'affaire de Robert Louis Dreyfus. Quand Robert Louis Dreyfus a été poursuivi pour abus de biens social dans l'OM, je l'ai perdu. Pas forcément totalement de ma faute, mais c'est pas le problème.
Euh, je suis allé chercher mon jugement à Marseille, je me souviens. J'étais en moto. C'est il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je suis sorti du tribunal, je suis monté sur ma moto, j'ai repris l'autoroute. Je me suis arrêté sur le premier parking et j'ai pleuré pendant 1 heure. Parce que le problème de notre métier, c'est que les affaires qu'on gagne, elles vous donnent une journée de joie. Les affaires auxquelles on tient et qu'on perd, elles vous remettent en cause. Et elles vous donnent une longue déprime. Pourquoi elle était si importante pour vous, cette affaire? C'était par rapport à la technique que vous aviez Non, utilisée? non, elle était importante parce que c'était injuste. Parce que c'était injuste de poursuivre pour abus de biens social quelqu'un d'exceptionnel qui était Robert Dreyfus, qui avait mis 1 ou 2 milliards dans 1,8 milliard de ses, dans, dans, dans l'OM, et à qui on disait ah bah oui, là il y a eu un sous de table dans un vous avez payé une prime que vous n'avez pas déclarée à l'URSSAF, donc vous avez pour l'achat d'un joueur, donc vous avez mis la société en risque, donc c'est de l'ABS. Voilà. Dans la construction de votre cabinet avec Jean Veil, comment finalement vous avez décidé de grossir? Parce que au départ de cette conversation, vous me disiez que votre ambition n'était pas fondamentalement de créer un gros cabinet d'avocats. Est-ce que ça a été des points de blocage à certains moments pour vous, de finalement quitter une pratique assez confidentielle et anarchique du droit pour aller vers un cabinet plus traditionnel et conventionnel qui est l'un des plus beaux cabinets d'affaires du barreau de Paris? Non, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Et au début de cette conversation, vous me disiez également que vous aviez une approche transversale du droit, que vous avez apporté votre parcours scientifique, en disant qu'en droit des sociétés, on pouvait parfois trouver une solution en raisonnant grâce au droit des copropriétés. Est-ce que vous avez décidé à un moment ou à un autre de vous spécialiser ou d'aller plus sur une matière qu'une autre? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Enfin, justement, parce que je pense que ça c'est mon côté enseignant. Je vous ai dit tout à l'heure, le droit est unique. À partir du moment où vous vous spécialisez, vous perdez les autres, vous perdez l'unicité. Je dirais, c'est malheureusement ce qui se passe trop souvent, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que les gens, et même malheureusement ça commence maintenant à l'école, où on spécialise les gosses à partir de quoi, la seconde, la troisième, la quatrième, ce qui leur interdit de, bon, c'est pas le sujet, ce qui leur interdit de changer. Et j'en reviens, le spécialiste devient un mauvais juriste. Un mauvais juriste. Et c'est la tendance. C'est vrai que la dernière année où j'ai enseigné à la fac, j'avais des étudiants qui étaient en droit des affaires. 4e année droit des affaires. Ils n'avaient jamais fait de droit civil, le droit des obligations. On tombe sur la tête. Donc je suis contre, encore une fois en dehors des matières particulières, je suis absolument contre la spécialisation à outrance. Et j'ai essayé de jamais me laisser déborder. J'ai eu des cabinets, des moments où je faisais, dès que je dépassais dans une matière 30-40%, j'ai essayé de délaisser, c'est comme ça, de la facturage. Quand ça a trop, je dépassais, j'ai eu de la distribution sélective, je dépassais. Voilà. Et aujourd'hui, s'il y avait un de vos collaborateurs qui venait vous voir pour vous demander finalement de ne pas être au sein d'un département, mais plutôt d'être volant, comme c'est ce que vous avez pu avoir en étudiant beaucoup de matières, est-ce que ça serait possible aujourd'hui, ou est-ce que la structuration des cabinets tels qu'ils existent à Paris l'empêche?
Volant, c'est difficile parce qu'il se crée des rapports particuliers, je veux dire, entre un collaborateur et son patron. Vous pouvez utiliser les collaborateurs des autres, mais vous savez que si son patron, entre guillemets, lui demande quelque chose, vous passerez après. C'est comme les secrétaires volantes, c'est pareil. Je veux dire, un secrétaire. Donc, mais autrement, je sais de demander à mes collaborateurs d'aller travailler pour les autres, justement. Très clair. Maître Jourde, beaucoup de collaborateurs et de jeunes collaborateurs aujourd'hui, voire de collaborateurs plus anciens, se posent des questions par rapport à ce qu'on appelle l'acquisition client ou le développement de leur clientèle personnelle, en se disant que finalement, durant leur étude à la faculté de droit, ils n'ont pas eu les armes pour pouvoir finalement aller chercher de la clientèle ou apprendre comment le faire. Vous, lorsque vous avez débuté, comment êtes-vous allé chercher vos premiers clients? D'abord, c'est toujours un grand mystère, hein. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai travaillé chez Biaggi 4 ou 5 ans. Lorsque j'ai quitté Biaggi, j'ai eu la chance que notamment 2 clients me suivent. L'un était Georges Tranchant, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le groupe Tranchant. L'autre était un marchand de biens. Et puis j'avais des copains, comme j'avais fait des études. J'avais des copains. Ou même sans mes études, mon voisin du dessous, quand j'étais gosse, il était devenu patron d'une boîte d'affacturage. Mon copain de fac, il était devenu, et voilà. Donc c'est finalement avec le réseau que vous étiez constitué ou les simples relations amicales que vous avez réussi à développer. Mais j'ai jamais compris comment se faisait la clientèle. Mais c'est une question qui ne vous a jamais intéressé. Je l'ai jamais étudié. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur l'évolution de la profession d'avocat? Est-ce que vous voyez finalement que depuis vos débuts en 69 et votre première collaboration en 71, est-ce que vous voyez une évolution, ou en tout cas des évolutions? Et si oui, lesquelles? Et quel œil portez-vous sur ces évolutions? Je suis très pessimiste. J'étais contre la réforme de la fusion des conseils juridiques et des avocats. Je n'en voyais pas l'intérêt. Parce que on pouvait faire du droit. Et elle a induit j'allais dire un verre. Aujourd'hui, combien on est à Paris? 30 000? 32 000 avocats. 32 000 avocats. Les avocats peuvent être agents immobiliers. Les avocats peuvent être agents d'artistes. Ils aspirent encore à autre chose. L'avocat, c'est la défense. Le côté pervers de cette multiplication, c'est que, par exemple, prenez le secret professionnel. Le secret professionnel tient à la défense, parce que les gens viennent pour que vous les défendiez. C'est ça le fondement du secret professionnel. À partir du moment où vous faites des fusions-acquisitions, vous faites agent d'artiste, vous faites... pourquoi auriez-vous un secret professionnel? Donc on assiste à un affaiblissement du secret professionnel chez l'avocat. On le voit. Les perquisitions, les magistrats ne comprennent pas, et ils ont raison. Donc moi je pense que l'avocat c'est quelqu'un qui est la défense. Le reste, notaire, c'est pareil. C'est en ça que je pense que la profession s'affaiblit, parce que combien d'avocats n'ont jamais mis une robe sauf le jour
Et puis vous voyez ces phénomènes, par exemple maintenant, un politique, il n'est pas élu, il a incarné l'adresse, il devient avocat. Pourquoi il va plaider? Et il se fait engager par les grands cabinets d'affaires. Il devrait s'inscrire pour faire sur lobbying, non, il s'inscrit chez les avocats. Donc, c'est une profession qui a plus de colonne vertébrale, ou du moins, sa colonne vertébrale, elle est minoritaire, les gens qui font de la défense. Voilà. Donc, je suis très pessimiste sur l'évolution de la profession, qui va devenir une confidence comme une autre. Et au vu de vos idées, ou en tout cas des valeurs que vous portez dans le discours que vous venez d'avoir, est-ce que vous avez déjà voulu vous investir auprès de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ou du Conseil national des barreaux pour porter justement ces valeurs et renforcer la colonne vertébrale qui lie les avocats entre eux? Non, parce que je suis paresseux. On m'a beaucoup dit le contraire. On m'a dit que vous étiez là tôt et que vous partiez tard. Et aujourd'hui, les valeurs que vous souhaitez défendre au sein du cabinet Veillejourde, quelles sont-elles? Que ce soit pour vos clients, pour les avocats que vous recrutez, pour l'image que vous avez et la perception extérieure que vous avez. Je ne sais pas la perception extérieure. La valeur que je veux défendre, c'est la défense, c'est-à-dire la défense. Mais effectivement, notre cabinet c'est ma partie. Mais les gens du quatrième veulent défendre les leurs, c'est-à-dire la technicité dans les fusions-acquisitions. Donc, l'ambition du cabinet est d'être full service. Mais voilà. Et vous faites encore aujourd'hui du droit pénal? J'ai toujours fait du droit pénal, ce qu'on appelle du droit pénal chic. C'est-à-dire du droit pénal des gens qui sont innocents. C'est difficile. Les juges, c'est une perversion, hein, ou mauvais raisonnement, assimilent facilement les avocats à leurs clients. L'avocat qui défend des truands, il devient un truand. Je parle pas des Leclerc. Hein. Non, il y a des avocats exceptionnels. Il y a des avocats hors catégorie. Donc, est-ce que vous pouvez défendre un innocent et un coupable devant le même juge, avec la même foi? Je crois pas. Donc j'ai fait du pénal, j'ai eu des succès en pénal grâce à ma technique, pas grâce à mon éloquence. Mais j'ai eu des revers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et si on prend le pendant de la question que je vous ai proposée tout à l'heure, qui était la pire affaire que vous aviez eue, en tout cas le côté le plus dur que vous aviez eu, quelle est finalement l'affaire qui vous a apporté une immense joie, ou en tout cas une joie qui a duré plus d'une journée? En droit pénal, En droit pénal ou dans n'importe quel droit. elle serait très compliquée à raconter. Vous avez un esprit extrêmement scientifique, je suis sûr que vous arriverez à la résumer. Je dirais pas les noms, 2 personnes. Un divorce est prononcé par la Cour d'appel de Paris. Au tort du mari, qui fait un pourvoi en cassation. Un mois avant, j'ai Badinter comme adversaire. Un mois avant, il prend sa femme en flagrant délit d'adultère et je réintroduis une demande en divorce. Voilà.
lorsque je viens en conciliation, puisqu'il y avait une conciliation obligatoire, le pourvoi avait été rejeté, donc ils étaient divorcés. Et j'avais Badinter qui me regardait en disant: juge, regardez comme il est ridicule. On vient en conciliation alors que le divorce est prononcé définitivement. Et j'explique pourquoi il a tort. Et en plus dans des circonstances particulières, parce que la veille, j'avais fait une crise d'appendicite aiguë. Et j'étais allé voir le chirurgien que je connaissais, qui m'avait dit: Georges, je t'hospitalise. Et je lui ai dit: non, je ne peux hospitaliser demain soir. Et donc j'avais échafaudé une théorie, je ne sais pas si vous vous imaginez, une conciliation sur une demande en divorce introduite avant le pourvoi, alors qu'ils étaient, et Badinter en face. Et j'ai gagné. C'est-à-dire, je suis arrivé à faire prononcer, bon, c'est trop compliqué après, mais ma demande en divorce était recevable, elle a été déclarée bien fondée. Voilà le plus grand succès technique que j'ai eu. Et ça m'a fait plaisir, parce que je me suis retrouvé à l'hôpital en sortant de la conciliation. Et le magistrat n'a pas pris sa décision tout de suite. Et donc je suis resté 4 jours. Et quand je suis sorti, elle est tombée. Voilà. Si vous me demandez mais c'est très technique. Non. Et parce que Robert vous a recontacté après, et du coup... Non, mais je le voyais, Robert Badinter, je le voyais. J'ai été après, quand il dirigeait l'Institut d'études judiciaires, j'avais été assistant à l'étude judiciaire à l'Institut. Donc, Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait encore vibrer après plus de 50 ans finalement de bar? Convaincre. Convaincre. On s'aperçoit que la plaidoirie est utile, contrairement à ce qu'on pense. J'étais l'avocat de Parfum Christian Dior. Et un Leclerc, je vous parle il y a longtemps, un Leclerc vend des parfums. Vend des parfums d'or, vend des parfums Guerlain, vend des parfums trucs comme ça. On fait tous le même constat, l'huissier, de vente. On assigne en référé cessation des ventes. On gagne. Leclerc fait appel. On gagne. Leclerc fait un pourvoi en cassation. L'arrêt est cassé. Et on revient dans la cour d'appel de Dijon. On était 10 parfumeurs. À l'époque, la cour d'appel de Dijon, sur envoi de cassation, c'est l'audience solennelle, 5 magistrats. Il y en a 7 qui passent. Les premiers. La cour d'appel, pour ces 7-là, infirme le jugement, élève l'interdiction. Je passe tout seul. J'ai les mêmes magistrats. Je suis tout seul. Je gagne. Et l'avocate de Guerlain que j'avais rencontrée, elle passait après moi, je l'avais rencontrée avant, et comme elle avait rencontré le président en lui disant: je vais passer devant vous, je vais perdre comme les 7 autres. Et le président lui avait voulu, mais un avocat qui m'a ébranlé. Je gagne. Le jour où est prononcé l'arrêt, c'est elle qui plaide, elle perd. Ce qui vous montre que on peut convaincre. Voilà un cas où on était 9 parfumeurs, ou
avec des réseaux de distribution sélective. Il y a 8 décisions dans lesquelles on lève l'interdiction de vente au Leclerc et Hulot parce que je les ai convaincus que j'étais tout seul et que j'ai plaidé. Le confrère avocat de Leclerc en plaidant m'a dit « Je sens que vous allez gagner, vous avez plaidé à la limite de l'outrage à magistrat. » Donc voilà. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui, selon vous, justifiait que finalement vous aviez réussi à emporter conviction et pas les autres? D'abord, j'étais tout seul, donc on est obligé. Quand vous avez 10 avocats qui plaident la même chose, vous ne les écoutez pas. Quand vous êtes tout seul, c'est ce que je leur ai dit, vous êtes tout seul et vous allez m'écouter. Et là, c'est un truc. Le magistrat, la cour d'appel de Dijon, considérait que, je ne vois pas pourquoi les consommateurs ne pourraient pas acheter des parfums Dior chez Leclerc. C'est ce qu'il avait dit vrai en disant je ne comprends pas, je veux dire c'est le choix du consommateur. Hein. S'il veut y aller chez Leclerc, il va chez Leclerc, s'il va, c'est. Et j'étais arrivé à la cour et mon premier truc avait été de leur montrer mes mains. Je leur avais dit, Monsieur le Président, regardez, j'ai fait le plein, j'ai vérifié l'huile et j'ai les mains pleines d'huile. Parce que quand on nivelle par le bas les prix, le consommateur, il n'a plus de choix, il n'a plus de service. Nous n'avons plus de service aujourd'hui quand on prend de l'essence. Et bien si vous autorisez il y avait d'autres, mais j'avais commencé en disant, parce que je savais que pour lui c'était la liberté du consommateur, et j'avais dit non, regardez, j'ai plus de service et j'ai les mains pleines d'huile. Voilà. Après, j'étais plus. Donc c'est grâce à vous, ou en tout cas à votre raisonnement ou au travail que vous avez accompli, qu'aujourd'hui Leclerc se bat encore finalement pour vendre des parfums au sein de ses magasins et vendre également des médicaments. Donc c'est les deux bastillons finalement de la distribution sélective qui demeurent pour la vente de produits de luxe. Les médicaments, d'abord il peut en vendre maintenant s'il est un pharmacien. Mais pas son pharmacien. Mais pas son pharmacien, ce qui est normal. Ce qui est normal. Le pharmacien a un vrai devoir de vigilance et de conseil dans les médicaments. Ils ne vendent pas. S'ils ne vendent pas, j'ai toujours gagné contre le club. Maintenant, j'ai arrêté la distribution, j'ai fait ça, j'ai donné ça à mon jeune associé, mais grâce à un raisonnement que les autres ne tenaient pas. À l'époque, tout le monde disait la distribution sélective, c'est la conservation des produits, etc. Comme si Leclerc ne pouvait pas bien conserver les produits. Et j'ai tenu à l'époque un langage différent, qui est le langage vrai. C'est pas le point de vue. Il faut pas voir simplement le point de vue du consommateur, il faut voir le point de vue du fabricant. Le fabricant, il veut créer une image. C'est sa façon d'entrer dans le marché. C'est de créer une image, de créer une niche. Donc vous n'avez pas le droit d'abîmer son image, sauf si son image est fondée sur des critères que les autres ne peuvent pas avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est compliqué. Si un fabricant de whisky veut avoir des vendeuses qui vendent du whisky en quilt, c'est son image. Mais tout le monde peut avoir ces critères. Et une fois qu'il a fait son image sur la vente des vendeuses qui vendent du whisky en kilt, il a le droit d'interdire à Leclerc de ne pas vendre son whisky. Bon, c'est trop technique ça. Et du coup, vous étiez aussi dans les arrêts relatifs aux pure players lorsque la distribution sélective finalement a voulu s'étendre à des acteurs en ligne ou pas du tout? Oui, mais là, la distribution sélective s'est un peu tuée parce que
Et c'est là où j'ai basculé, où j'ai arrêté, où j'ai passé ça à Éric Debelle, parce que j'ai toujours soutenu, et j'avais gagné à l'époque, mais Internet n'existait pas, que le fabricant qui vendait en direct, son réseau de distribution sélective était nul. C'est trop compliqué pour moi, la distribution sélective et la vente en direct ou dans les marketplaces, c'est plus les mêmes critères. Très bien. Georges Jourde, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Mon avenir, il est derrière moi. Par définition, pour un scientifique, l'avenir est toujours devant. Vous avez encore plein de choses à faire. Du bateau. Du bateau? Mm. Et de la moto. Et de la moto. Maître Jourde, je vous ai déjà pris beaucoup de temps ce matin. Est-ce que vous avez un mot de la fin à destination finalement des jeunes avocats qui viennent de prêter serment et qui vont, je l'espère, porter la robe plus d'une fois durant leur carrière et pas seulement pour leur prestation de serment, pour vous associer, pour les gens que vous avez connus? Est-ce que vous avez un mot de la fin? Pour les jeunes avocats, qu'ils se battent. J'aime bien le mot de Cyrano, si mes souvenirs sont exacts. Je ne retrouve plus le vers exact. On ne combat pas. On ne combat pas dans l'espoir du succès. Non, non. C'est plus beau lorsque c'est inutile. On ne se combat pas, mais il faut se battre même si on pense qu'on va perdre. Voilà. Parfait. Maître Jourde, je vous remercie pour cet entretien et je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir qui est encore long, fait de voiles, de moteurs et de motos. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.